Alors ça, c'est un local de produits phytosanitaires qui sert à stocker les produits non encore utilisés, qui est ventilé et puis étanche au niveau au cas où un produit le bidon se percerait. Ça, c'est bon, j'ai jamais vu. Et après, bon, voilà, j'ai des produits qui ne sont pas encore utilisés, qui vont être utilisés au blé ou qui vont être utilisés au printemps. Voilà, mais ça, normalement, personne ne devrait être ici, parce qu'il n'y a que moi. Je suis l'agriculteur avec un certificat qui me permet d'acheter des produits phytosanitaires et de les épandre. Bonsoir, bienvenue dans le 20h de France 2. Nous sommes le jeudi 16 novembre et voici les titres de ce journal. La Commission européenne va renouveler l'autorisation du glyphosate pour 10 ans. La Commission s'est prononcée. Alex Le Bourdon, bonjour. Dans l'actualité aussi, l'Europe n'a pas tranché, ce sera donc 10 ans de plus pour le glyphosate. Les Européens ont renouvelé l'autorisation du glyphosate pour 10 ans. Les agriculteurs pourront continuer d'utiliser du glyphosate pendant au moins les 10 prochaines années. C'est la décision prise aujourd'hui par la Commission européenne et ce malgré les polémiques autour de cet herbicide classé cancérogène probable par l'Organisation mondiale de la santé. En 2021, ce sont 7900 tonnes de glyphosate qui ont été achetées en France. Ça en fait la seconde substance active la plus utilisée dans l'Hexagone. François Goy est agriculteur. À ses 15 ans, il gratte déjà la terre avec son père. Et presque 50 ans plus tard, il est l'un des nombreux agriculteurs français à utiliser le glyphosate sur ses 125 hectares de parcelles. Au mois de mars, c'est-à-dire quand on sème autour du 15 avril du maïs, on a un moment donné où on arrive à préparer la terre et le temps nous permet de préparer la terre comme il faut. Et au lieu de repasser un outil juste avant de semer, on passe ce glyphosate, et ce qui nous permet de partir sur une situation propre. La grosse bête sous le hangar ici, c'est le pulvérisateur automoteur de François. Il l'a acheté en 2012 pour 100 000 €, un investissement important qui devrait lui tenir jusqu'à la retraite et même au-delà. Pour ses cultures de 2024, François va pouvoir continuer de faire couler son glyphosate dans les tuyaux de sa machine. Pourtant, en 2017, rien ne laissait présager une telle situation. À son arrivée à la tête de l'État, Emmanuel Macron fait une promesse. J'ai demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que l'utilisation du glyphosate soit interdite en France dès que des alternatives auront été trouvées et au plus tard dans 3 ans. Mais voilà, presque 6 ans plus tard, rien n'a bougé. Alors que l'autorisation européenne d'utiliser l'herbicide devait expirer, la Commission a décidé une prolongation de 10 ans. Les 27 pays étaient appelés à voter sur le sujet, mais comme l'Allemagne et l'Italie, la France s'est abstenue. J'ai eu peur, mais je m'attendais au renouvellement, étant donné qu'on n'a rien. On n'a rien derrière. Et étant donné qu'aujourd'hui, on n'a plus rien, moi je ne suis pas étonné du renouvellement des 10 ans. Si on ne l'avait pas renouvelé, 90% des agriculteurs arrêteraient. À quelques kilomètres d'ici, Éric Foncel est lui aussi un fervent utilisateur du glyphosate. À 58 ans, le papa célibataire de 4 enfants n'a pas eu la même sérénité que son confrère au moment de la décision européenne. C'est devenu tellement polémique qu'effectivement j'ai stressé parce que ça pouvait être aussi bien complètement interdit que reprolongé. Voilà, donc bien sûr que je suis un peu stressé parce que pour moi c'est vraiment un désherbant encore indispensable de nos jours. Mais indispensable dans quelle mesure ? Quelle est la limite ? Car si les agriculteurs sont les premiers utilisateurs de l'herbicide, ils en sont aussi les premières victimes. C'est toute la schizophrénie qui agite le monde agricole depuis presque un demi-siècle. Parmi ces victimes, le père d'Élise Lajarige, décédé en 2016. Élise a bien voulu revenir et témoigner sur cette étape difficile de sa vie, un témoignage auquel nous avons confronté Éric Foncel. Mon
père était exploitant agricole dans l'Allier. Il est tombé malade en 2014. Le diagnostic a révélé au bout de quelques mois un lymphome, en fait, un lymphome non-Hodgkinien. Ce lymphome a été reconnu maladie professionnelle en juin 2015 par la MSA. Et pour qu'il soit reconnu maladie professionnelle, mon père a dû fournir une liste de produits qu'il avait utilisés durant son activité, qu'il utilisait encore. Et parmi ces produits figuraient de nombreux pesticides, que ce soit des herbicides, fongicides, et notamment dedans, le glyphosate en faisait partie tout à fait. Voilà, globalement, c'est dans l'Allier, ça ? C'est son père, elle travaille dans l'Allier maintenant. Alors, je suis pas surpris qu'il y ait des témoignages. J'ai un cousin qui a la maladie de Parkinson actuellement. Voilà, il est certain qu'il a utilisé beaucoup de produits phyto, peut-être sans prendre trop de précautions. Et ce qui fait qu'on peut penser qu'il peut y avoir une origine professionnelle à sa maladie, ça c'est clair. Les cas de maladie de Parkinson sont monnaie courante dans l'agriculture. Selon les chiffres de 2018 de Santé publique France, ce sont environ 1800 nouveaux cas par an qui se déclarent chez les exploitants agricoles d'au moins 55 ans, un nombre 13% plus élevé que dans le reste de la population. Et pour les porteurs de ces maladies, c'est un grand combat qui s'annonce. Au niveau de la MSA, Mutualité sociale agricole, il a fallu que je me bataille, moi, pour obtenir, pas réparation, mais pour obtenir quelque chose de la part de la MSA, auquel ma mère avait droit, et que si je ne m'avais pas bataillé avec l'aide de phyto-victimes, aujourd'hui, ça n'aide pas, ça ne remplace rien, mais j'estimais qu'il fallait que ma mère obtienne ce à quoi elle avait droit. Comme Élise et son père, chaque année, 100 nouvelles victimes du glyphosate et des pesticides poussent les portes de phyto-victimes pour être aidées. Aline Fournet est la directrice de l'association basée en Charente. Depuis sa création, il y a maintenant 13 ans, ce sont près de 700 victimes qui ont été accompagnées. Alors, on a quand même grandement évolué, et ce grâce au travail de longue haleine de l'association, parce que 2011, quand l'association a été créée, il n'y avait rien, il n'y avait pas de tableau de maladies professionnelles. Donc les tableaux de maladies professionnelles, c'est les 3 maladies citées, Parkinson, cancer de la prostate, hémopathie maligne, et ça veut dire que sur ces 3 pathologies-là, le lien il est prouvé avec l'exposition aux pesticides. Donc quelqu'un qui, c'est pas très joli à dire, mais rentre dans les cases du tableau, c'est-à-dire qu'il a été exposé aux pesticides professionnellement, il a cette maladie-là, et il y a un délai également d'exposition, il n'a pas à apporter la preuve. Mais avant d'entamer ces démarches pour que la maladie soit reconnue comme professionnelle, il faut d'abord réussir à accepter que cela soit possible. Ça reste très compliqué pour une victime professionnelle de se dire qu'il a utilisé des produits et que c'est son métier qui l'a rendu malade. Et puis après, il y a toute une démarche psychologique qui se met en marche et où on se dit peut-être qu'il y a un lien avec les pesticides et que je vais pouvoir entamer des démarches. Et donc là, après, le process, il est plus ou moins long en fonction des pathologies. Si la maladie est reconnue, pas reconnue, ça peut être très différent selon les parcours. Et même si ces parcours sont parfois difficiles et émouvants, cela ne semble pas suffire à créer l'électrochoc dans la profession. J'aurais aimé que les voisins, j'aurais aimé qu'il y ait une prise de conscience au niveau rien que local en fait, mais de nos voisins agriculteurs par exemple. J'aurais aimé que ça fasse un tilt et qu'ils se posent la question et se disent faut peut-être qu'on fasse encore plus, il faut qu'on fasse gaffe, faut peut-être qu'on revoie certaines pratiques. J'aurais aimé, parce que mon père, c'est pas un cas isolé. Dans leur champ, les agriculteurs qui emploient le glyphosate ne nient pas la réalité de ces dangers, mais ils relativisent et nuancent le sujet avec des contre-exemples. Comme disait mon père, quand j'avais 15 ans, et je lui demandais c'est dangereux, il me répondait non, mais c'est pas de la nourriture. J'en connais, moi, qui ont vécu jusqu'à 90 ans et qui ont utilisé il y a 50 ans sans protection, sans rien. Ils n'en sont pas morts, mais il vaut mieux se protéger de toute façon. Donc c'est toujours difficile à faire la part de la vérité, mais il est certain que la façon dont on a employé un certain nombre de produits, dans le passé, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus réglementé, et puis on est sensibilisé, puis chacun tient à sa santé, il ne faut pas se raconter de bêtises. Et il est certain qu'il y a des décès qui sont liés, des maladies qui sont liées à l'utilisation des pesticides. On ne peut pas le nier, c'est évident. Pourtant,
Malgré ces évidences et la confrontation quotidienne aux conséquences de l'utilisation des pesticides, Phytovictime ne souhaite pas donner son avis sur la prolongation du glyphosate. L'association, elle ne se positionne pas sur le débat pour, contre les pesticides, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Nous, on dit juste que les faits scientifiques sont là. Il y a des preuves, il y a des maladies qui sont reconnues comme des maladies professionnelles dues à l'usage professionnel des pesticides. Et donc, du moment où on a développé cette pathologie à cause de son métier, on a des droits, qui est la reconnaissance en maladie professionnelle et potentiellement une indemnisation. En revanche, il y en a un dont la position est bien connue sur le sujet. Agriculteur de métier, Benoît Biteau est depuis 2019 eurodéputé sous la bannière d'Europe Écologie Les Verts. Il est l'un des principaux opposants à la molécule. La marche arrière effectuée par le président sur la question depuis 2017 ne le surprend pas. Le lobbying, il existe que parce qu'il y a des gens qui les écoutent, comme M. Macron ou comme la Direction Générale de l'Agriculture à la Commission Européenne. Si tous les paysans faisaient comme moi, on n'a plus besoin de Bayer, on n'a plus besoin d'IARA, on n'a plus besoin de BASF, on n'a plus besoin de Corteva, on n'a plus besoin de Limagrain, on n'a plus besoin de tous ces gens-là. Donc forcément, ils vont gesticuler, ils vont pas se laisser mourir en silence. Hein. Donc les alternatives au glyphosate, elles existent, on les connaît. Donc cet alibi fallacieux qui consiste à dire on ne peut pas supprimer le glyphosate parce que on n'a pas d'alternative, c'est mensonger, c'est malhonnête, je ne sais même pas comment le qualifier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plein de gens qui savent faire de l'agriculture sans glyphosate. J'ai un scoop pour vous d'ailleurs. L'agriculture existait avant le glyphosate. Ce constat, il n'est pas le seul à le faire. Ceux qui utilisent le glyphosate aussi s'accordent là-dessus. On pourrait faire sans glyphosate, puisqu'on a fait sans glyphosate. Mais moi j'ai fait sans glyphosate, mon père a fait sans glyphosate. Mais arrive un moment, économiquement, nous on ne tourne plus, et la production de la ferme France deviendrait catastrophique. La question importante n'est donc pas de savoir quand est-ce que le glyphosate sera interdit, mais plutôt quand est-ce que les agriculteurs seront réellement incités et accompagnés pour en sortir. Les enfants d'Éric sont au lycée et ambitionnent de reprendre l'exploitation de leur père dans quelques années. À bientôt 60 ans, l'agriculteur ne s'inquiète que modérément de savoir ses enfants manipuler du glyphosate. Et moi, je ne dois pas les démotiver en leur disant que c'est dangereux. Ils le savent, je leur dis de faire attention. Je les reprends quand s'ils manipulaient des produits, des choses comme ça. Je les reprends là-dessus. Je suis plus inquiet par le permis de conduire et la voiture et la dangerosité de nos routes actuellement. Voilà. Mais auront-ils vraiment l'occasion d'utiliser l'herbicide comme leur père avant eux? Benoît Biteau fait tout pour l'éviter. On a déposé à la Cour de justice de l'Union européenne un recours en annulation. On a déposé le 23 janvier. Un recours en annulation de l'autorisation du glyphosate. Je pense qu'on va le gagner et je pense qu'on va faire tomber le glyphosate. L'eurodéputé estime que la prolongation du 16 novembre dernier est erronée. Il entend obtenir une réexamination de la décision pour qu'elle soit annulée. La Commission européenne, elle, a jusqu'à fin juin pour se prononcer.